mentir, je préfère les produits importés. Je préfère les produits importés pour la raison que les produits importés, bon, aujourd'hui, c'est plus facile à trouver, tu vois. C'est plus facile à trouver et puis, on va dire, les prix sont abordables. Alors que par rapport aux produits locaux, c'est assez cher quand même. C'est assez cher quand même. C'est cher par rapport aux produits importés, tu vois. Et puis, bon, produits locaux aussi, il y a des produits qu'on ne connaît pas, tu vois. Il y a un manque de communication qui est autour des produits locaux là. Ce qui fait que non seulement on ne les connaît pas, et puis même quand on vient connaître ça, quand on te donne le prix, c'est cher. Ce qui fait que tu ne vas pas pouvoir acheter ça, ou même si tu as acheté ça, c'est juste en passant, quoi. Tu ne vas pas adopter ça comme, genre, les produits que tu vas utiliser chaque jour. Alors que les produits importés, vu que c'est abordable, les prix sont abordables, tu peux consommer ça chaque jour dans ton quotidien. Donc, pour répondre à la question, je vais dire, j'aurais aimé préférer les produits locaux pour pouvoir valoriser, tu vois, notre culture, les produits locaux. Mais sans mentir, les produits importés, je préfère ça. En tout cas, actuellement, je préfère les produits. Voilà, c'est ce que je mange plus, c'est ce que je consomme plus. Produits locaux, mais par rapport au prix, ça pose problème. Ça pose problème. Véritablement, parce que le consommer local, parce que tu sais d'où ça vient, tu sais comment la transformation s'est faite, et puis la manière dont on l'a fait, tu sais les ingrédients qu'on a utilisés. C'est vrai que on rencontre souvent peut-être que et on prend du naturel pour faire, parce que ça va dans le bien de notre organisme. Nous tous, on aimerait bien consommer les produits locaux. Les produits locaux, on va valoriser ça, mais disons-nous la vérité, les produits locaux, c'est trop cher dans notre pays. C'est trop cher. Par exemple, si je vais pour acheter du poisson au port de pêche, le kilo dépasse 3 000. Mais quand je vais au frigo, communément appelé frigo qu'on achète les poissons, le kilo c'est à peine 1 200. Et j'ai le même poisson, disons que c'est le même poisson, la même forme. Donc vous voyez qu'on ne peut pas, on peut beau dire qu'on veut consommer local, mais on ne pourra pas à cause des moyens. Surtout le riz, le riz local. Le riz local. Le riz de Covier actuellement, si je ne me trompe pas bien, c'est au-delà de près de 2000 le bol. Mais si j'ai 350, je vais aller acheter un demi-kilo de riz importé qui peut me suffire à nourrir au moins 4 personnes. Vous voyez. Alors, je ne vais pas dire que je suis un consommateur intransigeant des produits locaux. C'est vrai que j'en consomme quelques fois, mais pas tout le temps, d'accord? Maintenant, si on me donne de faire le choix entre des produits locaux et des produits importés, je ne vais pas dire que je vais faire un choix spécifique parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, du point de vue qualité, du point de vue prix aussi. Hein, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Maintenant, on peut dire qu'on va faire le choix du local dans une certaine mesure sur certains produits pour donner de la force à nos jeunes frères. Pour ma part, je préfère entre autres les produits locaux que les produits importés. Puisque les produits locaux, ça présente plus d'avantages nutritionnels et subsiste moins de traitement que les aliments importés sur les grandes distances. Et les produits locaux, ça vient de chez toi. Et tu sais comment, quand c'est chez toi, c'est chez toi, quoi. C'est un peu ça. J'ai tout à l'heure suivi avec attention le sondage que vous avez fait. Donc, beaucoup d'éléments ont été évoqués, notamment pour ne pas préférer les produits locaux ou du moins pour les préférer moins que les produits importés, notamment la question de la disponibilité. Ce qui se passe généralement ou ce qui se passe parfois avec les produits locaux, c'est que vous avez un produit local auquel vous êtes habitué. Demain, vous sollicitez ce produit-là, vous ne le retrouvez plus.
vous êtes obligé de changer, c'est la question de la disponibilité. Après, il y a la question du coût qui a été évoqué. Les produits locaux qui sont plus chers que ceux importés. Il y a la question de l'origine aussi, certains l'ont évoqué, notamment la composition du produit. Et pour finir, le plus important, c'est la qualité, en fait. La qualité du contenu et la qualité du contenant, c'est-à-dire de l'emballage. Donc, c'est autant d'éléments de reproche qu'on peut faire à tort ou à raison aux produits locaux. Alors, il y a la question de la norme qui est importante et que je voudrais évoquer. Je pense que la plupart des participants qui sont là sont dans le domaine agroalimentaire et sont familiers à la question de la norme. La norme, c'est elle qui définit quand même le niveau minimum de qualité et de performance qu'un produit doit atteindre. Et donc, quand on s'engage dans la production alimentaire, il est important de tenir compte de ces normes-là. Moi, j'interviens par exemple du Togo. Et au Togo, en termes de normes, on a l'agence togolaise de la normalisation qui s'occupe de cette activité qui relève de la HOC. Et en termes de normes, les normes qu'on a, c'est essentiellement les normes sanitaires et les normes phytosanitaires. Ça, je suis en train d'évoquer pour ce qui concerne les produits agroalimentaires. Il y a des normes pour ce qui concerne les étiquetages des produits, notamment le contenu, certains l'ont évoqué. Il y a des normes pour ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication. Il y a des normes, celle que nous connaissons généralement, c'est la norme ISO qui est internationalement connue. C'est si on veut vraiment aller sur des marchés internationaux, notamment européens, asiatiques. Et puis, il y a des normes régionales en termes de qualité qu'il faut respecter dans la production de nos produits. Merci beaucoup pour l'initiative. Qu'est-ce qui motive les consommateurs à adopter les produits locaux? Il y a plusieurs raisons qu'on peut évoquer. D'abord, l'aspect naturel des produits locaux. Vous savez que les petites entreprises locales n'ont pas des chaînes de production sophistiquées pour raffiner les produits agroalimentaires et au point de les rendre tellement sophistiqués comme on les voit, comme les produits importés. Donc, nos produits locaux sont des produits généralement conçus à base de techniques de transformation locale, artisanale. Et ces process permettent d'avoir à la fin des produits assez naturels, des produits qui conservent les éléments de nutrition de base, les nutriments de base qui sont très importants pour notre santé. On s'alimente pour la santé, on ne s'alimente pas pour s'alimenter. Et donc, la première raison fondamentale pour préférer les produits locaux, c'est l'aspect naturel, comme je viens de l'évoquer. Maintenant, la deuxième raison, je pense que ça doit être la raison économique, parce que quand nous consommons local, nous donnons des revenus à nos producteurs, à nos parents, depuis nos villages, depuis les coins reculés
de notre pays, tous ceux-là qui produisent et les matières premières, ça voudrait dire que nous pensons à eux, nous leur envoyons des revenus, nous leur permettons d'avoir une vie décente. Au troisième niveau, c'est que nous contribuons au PIB. Nous contribuons à la création de la valeur ajoutée dans notre pays. Nous contribuons à l'économie, nous contribuons à la richesse de notre pays. Nous contribuons à réduire le chômage. Donc, je pense que toutes ces raisons sont suffisamment importantes pour préférer consommer local. J'ai écouté le sondage et je ne vais pas les condamner parce que chacun est libre est libre d'opinion, si on peut le dire. Effectivement, les raisons évoquées sont des raisons justes. Ils ont évoqué le coût des produits locaux qui sont effectivement chers, élevés. Ils ont évoqué le coût, l'aspect qualité des produits locaux. Ils ont évoqué l'aspect disponibilité des produits locaux. Ils ont et plein d'autres raisons. Ce n'est pas pour dédouaner les entreprises locales, mais si on veut parler en termes de coûts, et je pense que ce n'est pas bien de comparer deux choses qui ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer une petite entreprise locale à une industrie de la Chine, par exemple, à une industrie française. C'est deux entités qui ne sont pas comparables. Quand nous parlons d'industrie, on parle de toute une chaîne de production industrielle qui sort des milliers, des tonnes en termes de volume. Comment est-ce qu'on peut comparer une telle industrie à une unité artisanale qui sort à peine 200, 500 kilos le mois? Donc, ces deux structures, ces deux unités, en termes de coût, à la fin, forcément, la petite entreprise, le coût de production de la petite entreprise revient fortement très, très, très élevé. Non seulement ça, si on prend en compte les facteurs de production des petites entreprises, il y a l'aspect, le coût de l'énergie et les autres facteurs, le coût même du capital. Parce que le capital que nos entreprises utilisent pour leur investissement et pour l'exploitation, c'est des capitaux qui leur reviennent à un taux élevé. Si on veut comparer ces facteurs aux entreprises françaises, le coût du capital dans ces pays-là, c'est souvent les 2%. C'est les 2%. Par rapport à chez nous ici, on tourne autour de 15%, 18%, même dans certaines microfinances. Donc, c'est deux choses qui ne sont pas comparables. Et maintenant, est-ce que nous devons nous baser sur le coût des produits locaux pour reléguer au dernier plan, ou bien pour choisir les produits importés?
Là, je crois que il faut, je ne sais pas, penser à la sensibilisation pour que les consommateurs comprennent le bien fondé même de consommer local et pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, si on peut dire ainsi. J'ai beaucoup écouté, j'ai bien écouté tout ce que madame vient de dire tout à l'heure là. Et je partage parfaitement son avis parce que nous avons en fait les mêmes réalités sur le terrain actuellement. C'est les mêmes réalités dans presque tous les pays et plus spécifiquement tous les pays de l'Afrique, plus spécifiquement de l'Afrique de l'Ouest. C'est pratiquement les mêmes problèmes. Les taux de production dans les pays développés ne sont pas du tout comparables à nous, nos taux de production. C'est pas du tout comparable. Il y a cet aspect-là. Pour des jeunes entreprises qui viennent de se lancer nouvellement, ils sont sous le coup des taxes. Ça fait que c'est vraiment compliqué pour elles de pouvoir s'en sortir. Alors que dans les pays développés, ce n'est pas le cas. Donc, prendre nos produits ici et les comparer aux produits des pays développés, c'est souvent de l'injustice entre guillemets, je dirais. Voilà. Pour pouvoir rivaliser sur les produits, concurrencer, je dirais plutôt, avec les produits sur le marché, les produits importés, je pense que nous, producteurs et productrices locaux, nous devons vraiment aller vers des certifications. Voilà. Et il faut qu'on aille vers les certifications pour attester que nos produits sont de qualité. Et ce n'est pas parce qu'un produit est fait localement que la qualité n'y est pas. Il faut que nous travaillions également à établir la confiance entre nous et les consommateurs, entre nous et la population. Il faut vraiment ça. Et également, il faut que nous travaillions à rendre disponibles nos produits. J'ai écouté les commentaires. Il y a des gens qui parlaient en fait de l'indisponibilité des produits locaux. Voilà, moi j'allais parler aussi de la constance dans le goût. Souvent, il y a des producteurs qui, par moment, le goût c'est un niveau 5. Après, on va se retrouver à un niveau 4 et ainsi de suite. S'il y a la qualité, s'il y a la constance, on travaille à établir une confiance avec les producteurs et avec les consommateurs. On travaille également à aller vers des certifications. Je pense que avec beaucoup de communication aussi, cela pourrait vraiment aller. On arrivera vraiment à mieux écouler nos produits. Et j'allais aussi parler de conscientiser également la population, faire comprendre que consommer nos produits locaux là, l'argent reste dans notre pays. C'est nos céréales, c'est nos fruits et légumes locaux que nous prenons, que nous transformons. Tout est fait sur place. Il y a la main-d'œuvre qui est là sur place. Tout ce qu'il y a à mettre dans les produits qui sont en fait sont faits de manière locale, en fait, de manière nationale. Donc, ça fait que tous les dividendes, le fait que nous travaillons à augmenter le PIB, tout ça, ça profite au pays. Et également, ces paysans-là, qui sont dans les villages les plus reculés, arrivent aussi à tirer leur épingle du jeu lorsque nous arrivons à transformer les produits, les céréales et autres qu'ils cultivent. Donc, il faut travailler vraiment à inculquer cette manière de voir les choses-là dans la tête, en fait, de la population, dans la tête des consommateurs. Leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'un produit est fait localement que la qualité n'y est pas. Leur faire comprendre que le fait de consommer les produits de manière locale, là, ça permet en fait à faire avancer le pays, à faire développer le pays et surtout à faire avancer toute l'Afrique entière. Voilà. Parce que il faut vraiment que nous arrivons, surtout nous, jeunes générations actuellement, là, nous arrivons à mettre cette manière de penser là, à imprégner en fait cette manière de penser là en nous. Il faut que nous arrivions à inculquer ça en nous et surtout à nos jeunes frères et jeunes sœurs qui viennent après nous. Leur faire comprendre que c'est en consommant ce que nous produisons ici là que nos pays vont pouvoir se développer. Et bon, il est vrai que souvent, il y a cet aspect de coût qui est là. Voilà, c'est vrai, mais si nous savons vraiment que si je consomme ce produit-là, c'est fait localement, c'est fait en Afrique ici, je consomme ça, les dividendes vont rester en Afrique, ça va permettre à faire développer l'Afrique, à faire développer mon pays.
Je pense que cela, c'est vraiment un facteur important pour aller en fait vers le consommer local. Et ici, il y a le mois du consommer local, nous sommes en octobre, voilà. Il y a le mois du consommer local, il y a des activités qui sont menées un peu partout dans le pays. Il y a des foires, des conférences qui sont menées un peu partout. Tout cela permet en fait à faire valoir nos produits locaux. Tout cela permet à faire connaître le plus de produits locaux possible. Nous qui sommes des transformatrices, à nous en fait de faire beaucoup de communication. Je pense qu'avec ça, ça devrait aller, je pense bien. Voilà. La réaction des consommateurs, de tous ceux qui se sont prononcés tout à l'heure, est une réaction normale. Un consommateur, le plus souvent dans la psychologie des consommateurs, on poursuit deux aspects. Le premier aspect, c'est le coût, et c'est le second aspect qui est la qualité. C'est ce qui est reconnu souvent. Nous qui défendons les consommateurs, nous pouvons leur dire que ce n'est pas forcément ce qui est moins cher qui est la qualité. Et parce que quand nous courons toujours vers ce qui est moins cher en disant que c'est ça qui est la qualité, vous comprenez que les opérateurs économiques vont mettre les bouchées doubles, produire les produits en grande quantité, avoir l'économie d'échelle et revenir le vendre moins cher. Alors que forcément, ce n'est pas la qualité. La qualité peut ne pas être au rendez-vous. Et donc, c'est pour ces raisons que nous avons l'habitude de dire, quand nous cherchons à consommer un produit, associons la qualité au prix et au coût que nous déboursons avant d'avoir accès à ces produits ou à ces services. En réalité, ce n'est pas seulement l'accessibilité et les coûts qui constituent les obstacles. D'abord, il y a l'identité culturelle, c'est que quelle est notre habitude? Notre habitude culinaire, notre habitude de consommation, quelle est cette habitude-là? Les gens ont l'habitude de consommer les tomates venues de l'Italie, venues de l'Inde, venues de la Chine, venues d'un seul coup. Quand vous leur présentez un produit transformé au plan local, ils doutent de changer leur habitude culinaire, leur habitude de cuisson. Donc, il y a cette identité culturelle-là qui pèse toujours sur les consommateurs. Parce qu'ils se disent, et quand on va acheter ça, c'est de la bonne qualité, et ainsi de suite, alors qu'ils n'ont pas essayé. Il y a des fois où, peut-être, quand vous comparez un produit local et un produit importé, la différence, des fois, ça ne dépasse pas 100 francs. Bien, ça ne dépasse même pas 200. Mais par contre, quand vous analysez un produit local et un produit importé, parce que le produit importé a parcouru plusieurs milliers de kilomètres avant de venir sur le territoire national et a été conservé, alors que le circuit de la chaîne de conservation ne peut ne pas être de qualité. Donc, le consommateur ignore tous ces aspects-là et estime qu'en privilégiant les deux premiers aspects qui sont le coût et l'accessibilité. Ouais, donc, pour nous, ce n'est pas forcément le coût qui doit justifier que les consommateurs ne choisissent des produits locaux. Maintenant, quant à peut-être d'autres questions, je donnerai éventuellement nos préoccupations sur le reste du sujet. Moi, je commercialise le riz local. Vous savez qu'ici à Guinée-Bissau, la plupart des gens, ou bien je peux dire que plus de 80% des populations consomment le riz tous les jours. La plupart des riz aussi que eux consomment, c'est le riz importé. Par la raison que vous avez écouté, c'est que les gens ont dit, ça c'est vrai, on ne peut pas le nier, les produits locaux sont chers parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons le manque des machines, donc les gens n'utilisent pas beaucoup la technologie pour pouvoir produire en grande quantité. Donc c'est un peu difficile de commercialiser les produits locaux. Nous, pour réussir à faire tout ça là, nous avons adopté une autre stratégie qui est la communication. Nous investissons, nous travaillons beaucoup sur la communication. Nous arrivons à faire les gens comprendre que investir dans le consommer, dans le produit locaux,
il y a deux avantages. Le premier, c'est d'abord notre santé, puisque les produits locaux ou bien les produits que nous commercialisons, ce sont des produits naturels sans produits chimiques. Et nous savons que les autres produits importés, la plupart du temps, ça contient des produits chimiques qui n'est pas bon pour notre santé. Et la deuxième chose, on arrive à les montrer que la première chose, d'abord, il y a ce qu'on appelle le patriotisme. Si on consomme le produit local, ça, c'est contribuer ou bien c'est soutenir notre économie, l'économie de l'Afrique. Donc, quelqu'un qui a l'esprit patriotique. Ça, c'est plus ou moins notre stratégie. On travaille beaucoup sur la communication. Et aussi, nous utilisons les réseaux sociaux pour pouvoir vendre, pour pouvoir donner les gens accès à notre produit. Puisque nous avons constaté aussi que les gens ont la difficulté de trouver des produits locaux. Donc, nous avons nos plateformes sur Facebook, là où on donne les gens l'accès pour pouvoir voir nos produits et aussi nous faisons les livraisons à domicile. L'habitude, c'est pris en compte puisque nous avons constaté que les gens consomment les produits importés ou bien le riz importé parce qu'ils ont la difficulté de trouver le riz local. Et aussi, ils trouvent que le riz local est trop cher. C'est pour cela que nous travaillons beaucoup sur la communication, puisque nous avons constaté que c'est pas parce qu'ils ont envie de consommer le produit importé, mais c'est parce qu'il y a les difficultés financières parfois, ou bien les difficultés de l'accès. C'est ça. Quand on parle d'habitude des consommateurs, c'est ce que le consommateur consomme traditionnellement. Dans la tradition, qu'est-ce que nos populations mangent? Donc, chaque population est attachée à sa culture, à sa source, à l'authenticité des mets qui proviennent des fins fonds de leur localité. Donc, c'est sur ça que les habitudes sont fondées. Et donc, se départir de cette habitude pour dire que on préfère consommer les produits importés, c'est fondamentalement faire du mal à sa cellule souche. Les cellules souches dont nous sommes composés sont habituées à manger une certaine catégorie d'aliments. Et une fois que nous disons que nous avons connu la civilisation, on veut se départir de la tradition, on veut se départir de la coutume pour dire qu'on préfère les aliments raffinés. Nous devons comprendre que les sources de cancer, les cancers que nous connaissons aujourd'hui proviennent de là. Parce que nos cellules souches ne sont pas habituées à ces genres d'aliments raffinés, d'aliments conservés avec des additifs. Et quand nous disons que nous avons connu la civilisation et que nous préférons les produits des supermarchés, il faut comprendre que fondamentalement, nous faisons du mal. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Cette présentation, je vais essayer de l'aborder sous l'aspect des normes. Parce que ce qu'il faut savoir, on l'a évoqué, chaque pays a une norme. Et quand on veut amener son produit sur un autre marché, il faut s'informer sur les normes de ce marché-là, les normes et les réglementations notamment. Donc, à travers cette présentation, je vais essayer
dérouler tous ces aspects, les normes qui existent, que ce soit localement, dans la région, sur le plan international, les défis auxquels les entreprises sont confrontées et puis les recommandations que nous suggérons. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, le plan de présentation, c'est ce qui est à l'écran, c'est en 5 parties. On aura une petite introduction que j'ai déjà entamée d'ailleurs. Ensuite, on va rappeler l'importance des normes et des réglementations dans l'agroalimentaire. Ensuite, on abordera les défis qui n'auraient pas été évoqués déjà. Ensuite, les recommandations et la conclusion. Voilà, l'introduction, c'est bon, on peut passer dessus. Alors, on a évoqué tout à l'heure la question des normes. Alors, ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que la norme, au-delà des règles et des techniques, des critères qui sont définis, elle permet de fixer quand même le niveau minimum de qualité et de performance d'un produit. Et cette norme-là, elle établit aussi les obligations de résultat en garantissant la sécurité et la satisfaction des besoins des consommateurs. Tout à l'heure, on a entendu des consommateurs qui ont émis des réserves par rapport aux produits locaux. Et généralement, la norme intervient pour standardiser les process de production. Pour que lorsqu'une entreprise affiche cette norme-là, on verra plus tard, ça rassure le consommateur par rapport à la qualité, à l'exigence qu'on a mis dans la production de ce produit. Alors, la norme aussi, généralement, est volontaire. Mais à partir du moment où une réglementation l'aborde, là, elle devient obligatoire. Diapo suivante. Alors, la réglementation, comme on le sait, c'est tout ce qui vient de l'autorité, les lois et les règles que l'autorité met en place pour assurer une certaine conformité au produit. Alors, l'exemple que j'ai envie de partager ici, c'est sur le marché burkinabé, où depuis 2019, il est interdit l'importation, la production, la commercialisation et la détention des liqueurs ou autres boissons spiritueuses en sachet plastique ou en bouteille de moins de 30 centilitres. Je pense que tout le monde connaît ces petits sachets de liqueur-là. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est parce que l'une des entreprises membres de mon groupement, ignorant cette réglementation et étant dans le secteur de la production de liqueurs, a essayé d'envoyer ses produits sur ce marché-là. On a vu qu'il y a quand même une forme de norme qui encadre la production. Vous êtes libre de produire, mais la réglementation vient interdire le fait de les confectionner en sachet et en plastique de 30 centilitres. Alors, l'importance des normes et des réglementations, nous pouvons essayer de le voir déjà à travers toutes les interventions qu'il y a eu et à travers cet exemple qu'on a donné. Alors déjà, avoir une norme permet d'être compétitif. Compétitif non seulement sur le plan local, mais aussi sur le plan régional, voire sur le plan international. Après, tout dépend de la norme que vous affichez, parce que la norme, comme je le disais tantôt, permet d'aligner les pratiques de production, de transformation, de commercialisation sur les standards internationaux. Il y a des normes qui vous exigent, en fonction du produit que vous commercialisez, de contrôler même la matière première, la matière agricole depuis le champ, le transport, la transformation, la matière première même qui est utilisée pour produire l'emballage et le circuit de distribution. Et c'est tous ces éléments-là qui vous assurent une certaine compétitivité sur le marché. Diapo suivante.
Alors, la norme permet également de garantir la qualité et la sécurité alimentaire. Dans le sondage, il y a des consommateurs qui ont évoqué cela, la question de la qualité qui implique la sécurité alimentaire. Nous sommes dans le domaine agroalimentaire et il est important de garder à l'esprit la notion de sécurité alimentaire parce que le consommateur ne va pas débourser ses ressources pour aller acheter un produit qui va après nuire à sa santé. C'est pourquoi il est important d'aller vers les normes. Donc, avoir une norme renforce la confiance du consommateur et est un gage de sécurité et un atout commercial aussi à faire valoir par rapport à ses concurrents. Diapo suivante. Alors, comme je le disais au début de mes propos, chaque pays dispose de ses propres normes. Généralement, ces normes couvrent un certain nombre de domaines, dont le domaine alimentaire. Diapo suivante. Et c'est le domaine alimentaire qui va retenir notre attention. Alors, sur le Togo, voilà, on a l'Agence nationale de la normalisation qui s'occupe principalement de la mise en place des normes. Et c'est l'une des structures techniques aujourd'hui de la HOC qui est la haute autorité de la qualité de l'environnement au Togo. Alors, généralement, les normes togolaises s'inspirent souvent des normes régionales puisque nous sommes dans un espace régional. Il faut prendre en compte les exigences de la région et aussi des normes internationales. Alors, principalement au Togo, voilà les normes qui interviennent dans le domaine agroalimentaire. Vous verrez les normes sanitaires et phytosanitaires, les normes d'étiquetage par rapport aux composants du produit, les bonnes pratiques de fabrication, les normes pour la transformation des produits agroalimentaires, les normes ISO qui sont adoptées au Togo et notre agence nationale de normalisation est membre également de l'ISO et les normes régionales qui sont adoptées au Togo. On verra certaines normes dans les prochaines diapos. Ce qu'il faut retenir principalement ici, on a vu que localement, chaque pays a ses normes. Les pays sont souvent dans ce que nous appelons des communautés économiques régionales. On entend parler de la CEDEAO, on entend parler de l'UEMOA, il y a celui de l'Afrique australe, il y a celui de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Donc, on a en tout environ 8 communautés économiques régionales en Afrique. Et certaines de ces communautés-là ont leurs propres normes. Donc, ça veut dire que pour pouvoir envoyer vos produits sur ces marchés, il faudra vous informer par rapport aux exigences en termes de normes qui sont pratiquées sur ces marchés. Et les communautés qui n'ont pas de normes spécifiques, généralement, adoptent les normes internationales. Voilà, diapo suivante. Et les normes internationales, justement, qui sont applicables en Afrique, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Ce sont celles qu'on connaît, dont on entend parler souvent, surtout dans le domaine agroalimentaire. Il y a la norme HACCP, la norme ISO et le codex dont on entend parler. Diapo suivante, on verra les détails tout à l'heure. Alors voilà, la norme HACCP est une norme internationale. Ce n'est, dans le contexte agroalimentaire, ce n'est pas une norme ni locale ni régionale, mais quand vous avez le HACCP, c'est, on va dire, un peu la première étape vers l'ISO. Donc, c'est une norme qui est quand même reconnue sur le plan international et qui vise à garantir la sécurité des éléments tout au long de la chaîne, comme je l'ai dit tout à l'heure, production, transformation, distribution. Ensuite, nous avons la norme ISO. Ça, tout le monde en entend parler. Et dans le domaine agroalimentaire, c'est la 22000 qui garantit la gestion de la sécurité alimentaire. Et ces 5 points sont des éléments essentiels de la norme ISO qui encadrent
les systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires. Donc, on verra que le HACCP revient en première position. Ensuite, on a les bonnes pratiques de fabrication, l'assainissement, la formation et la surveillance. On a également le Codex, qui est un recueil de normes internationales dont l'origine remonte à 1963 sous l'égide conjointe de la FAO et de l'OMS. Donc, c'est également une norme internationale qui est utilisée dans de nombreux pays africains pour réglementer leurs produits agroalimentaires. Donc, il existe, comme je le disais tantôt, cette liste n'est pas exhaustive, il existe plusieurs normes internationales et en tant qu'entreprise agroalimentaire africaine qui cherche à aller déjà à s'imposer localement et aller sur les marchés régionaux, voire internationaux, il est important de bien comprendre ces notions et de se former à ces questions de normes afin de les appliquer dans ces entreprises. Ce n'est pas sans compter des défis. Les entreprises agroalimentaires, notamment les micro et petites entreprises agroalimentaires, sont confrontées à des défis dans cette marche, on va dire, ou dans cette recherche de la norme. Le premier défi qui fait que les produits locaux ne sont pas suffisamment valorisés et sur le plan local, et sur le plan régional, et sur le plan international, c'est le manque, ou je dirais l'insuffisance de conformité aux normes. On l'a vu depuis tout à l'heure, on ne va plus aller en détail dessus. Et ce manque de conformité ou cette insuffisance de conformité-là est aussi due d'une certaine façon au-delà des ressources limitées dont l'entreprise dispose, c'est le coût aussi pour mettre en œuvre cette norme. Parce qu'on parle de norme, mais pour l'implémenter, ça a un coût. Donc, le coût élevé de la certification est un facteur de défi aussi pour les entreprises agroalimentaires. Et quand on parle de coût, naturellement, on pense au financement et au financement qui est adapté à la réalité de nos petites structures agroalimentaires. Et ensuite, il faut prendre en compte aussi les disparités réglementaires dans les pays de l'espace. Je donnais tantôt l'exemple du sachet qui était interdit, de liqueur qui était interdit au Burkina, alors que dans d'autres pays, il n'y a pas d'interdiction, mais il y a plutôt un contrôle strict par rapport au contenu. Donc, une harmonisation permettrait d'éviter les situations que j'avais évoquées dans mon exemple. Alors, après les défis, on va évoquer les recommandations d'ordre général. Voilà, l'harmonisation des normes, la simplification des procédures douanières et administratives. Je pense que tous ceux qui s'y sont essayés, ne serait-ce que pour se mettre en règle en local, connaissent ces défis-là. Et quand on veut aller au-delà de nos frontières, également, les défis sont encore plus importants. Alors, en tenant compte de la capacité de nos structures, tout en ne remettant pas en cause la qualité des produits qu'on fait, on doit penser aussi à simplifier les procédures à partir du moment où on respecte les critères de qualité. Alors, le renforcement des infrastructures de contrôle qualité, c'est également important parce que je partage rapidement cet exemple d'un producteur qui a envoyé ses produits en dehors du continent africain, notamment aux États-Unis. Il a envoyé de la farine de manioc et avant l'entrée de ce produit sur le marché américain, lorsqu'on a fait les tests, on a retrouvé une teneur plus élevée que la norme américaine en termes de plomb, alors que ce produit avait passé les tests ici. Donc, ça veut dire que parfois, dans certains de nos pays, on n'a pas des infrastructures de contrôle de qualité suffisamment avancées pour pouvoir faire cette détection-là. Donc, il est important de renforcer ces infrastructures de qualité. Ensuite, un programme de soutien d'accompagnement de nos entreprises. Accompagnement sur le plan technique, accompagnement sur le plan de l'information, et les former par rapport à ces normes-là
accompagnement sur le plan financier, comme je l'avais dit tantôt, par rapport à la certification, pour qu'elle puisse se mettre en norme et puisse être vraiment compétitive. Et une meilleure collaboration aussi public-privé, que ce soit les consommateurs, que ce soit les producteurs et que ce soit les autorités, qu'il y ait quand même une certaine communication, une certaine synergie pour essayer de lever les défis qui existent de part et d'autre. Alors, les recommandations spécifiques aux micro, petites et petites entreprises en agroalimentaire. Déjà, ce qui est important, c'est qu'il faut prendre en compte la question de la norme au moment même de la conception du projet d'entreprise. Parfois, on a le secret de la grand-mère pour produire tel produit. On sait faire du jus, on sait faire de la liqueur, on sait faire de l'huile, et puis on se lance sans forcément intégrer la dimension norme. Et quand on évolue et quand on est confronté à ces défis-là, parfois, c'est plus compliqué et c'est plus coûteux de l'implémenter à ce niveau. Alors que quand, dans la conception du projet d'entreprise, vous intégrez ça, même si vous ne l'implémentez pas tout de suite, vous travaillez à aller vers. Donc, c'est important déjà de le prendre en compte. Ensuite, la formation, la mise à niveau, je l'évoquais tout à l'heure sur les nouvelles dispositions en matière de normes et de réglementation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème très dynamique et qui évolue. Le consommateur, il est de plus en plus exigeant. Donc, il est important, quelqu'un l'avait dit, d'être à l'écoute du consommateur et de se mettre à niveau par rapport aux évolutions dans son domaine d'activité. Ensuite, il est important de s'organiser en association ou en filière, en secteur, pour faciliter l'accès à l'information et mutualiser les efforts. Ça fera que même les défis, au lieu que ça ne pèse sur une seule entreprise, on les mutualise et on gagne en synergie. Autant pour aller vers les financements, pour aller vers les certifications, pour aller chercher des partenariats, ainsi de suite, et pour aborder les défis. Et ensuite, tisser des partenariats avec des homologues dans d'autres pays. Les entreprises disent « Ah, moi j'ai produit, j'ai mon produit qui est là, on parle de CEDAO, on parle de SLECAF, mais je n'arrive pas à envoyer mon produit de l'autre côté. » Donc, c'est important déjà, dans un premier temps, d'avoir des partenaires de l'autre côté, hors de vos frontières, pour faciliter les retours d'informations sur les exigences de leur marché et éventuellement que ces partenaires-là soient vos représentants dans leur pays et puissent vraiment écouler vos marchandises. Donc voilà les recommandations, sans être exhaustives bien sûr, par rapport aux défis qu'on a identifiés. Maintenant, en termes de conclusion, on reconnaît l'importance des entreprises qui sont dans le domaine agroalimentaire, les défis auxquels ils sont confrontés en termes de normes. Et il est important de soutenir ces entreprises-là. Mais avant tout, comme je le disais dans les recommandations, il faudrait envisager une synergie d'action parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Il faudrait aller à une synergie d'action pour valoriser davantage nos produits. Aujourd'hui, nous sommes dans un même espace communautaire, nous sommes sur un même continent. On ne devrait plus être dans la logique, c'est un produit made in Togo, c'est un produit made in Bénin, c'est un produit made in Sénégal. Certes, c'est important, mais à l'échelle communautaire, à l'échelle africaine, il faut qu'on s'unissent pour valoriser davantage les produits made in Africa. Et cette action, il est important que nous, les entrepreneurs, ce soit nous qui jouons ce rôle catalyseur-là en prenant le lead de cette transformation. Donc, voilà globalement ce que j'avais envie de partager avec mes chers collègues entrepreneurs par rapport à la question de la norme, par rapport à l'importance de la norme, les défis, les recommandations et puis les approches de solutions. Merci beaucoup encore à Agri Digital. Je pense que nous avons encore d'éminents experts qui sont là et toutes les bonnes contributions pour améliorer cette communication seront les bienvenues. Merci beaucoup.
je crois qu'il a bien ramassé tout ce qui doit se faire, tout ce qui se fait déjà sur le terrain, et surtout en présentant le contexte et les exigences en termes de normalisation, de certification des produits. Sauf que nous sommes à l'étape embryonnaire dans la plupart des pays de l'UEMOA, mais il faille qu'on continue toujours par encourager les gens à y croire. Mais quand, dans ce qui concerne nous, les associations de consommateurs, on dit souvent le consommateur n'a pas pour le moment aussi la culture de produits certifiés. Parce que le consommateur ne te dira pas parce qu'il a vu tel étiquetage, bien telle étiquette sur le produit, et ce qui va l'amener à l'acheter non plus. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons l'habitude de dire, allons vers une communication endogène entre nous, pour que les gens s'en rendent compte que quand nous consommons un produit dont nous connaissons la source, ça va mieux être pour notre avantage que ceux dont nous consommons, dont nous ignorons leur source. Et c'est pour cette raison que quand ce qui concerne l'aspect de certification, l'aspect de normalisation, ainsi de suite, nous, on estime que ce sont des étapes qui sont nécessaires parce que nous voulons que le produit soit compétitif ailleurs. Maintenant, pour que ce qui concerne les produits que nous devons consommer, parce que si la personne a la certification ou bien la norme, elle va dépenser, l'entreprise va dépenser et elle va essayer de répercuter le prix dépensé sur le prix du consommateur. Vous voyez? Donc, il faille qu'on travaille pour faire comprendre à nos consommateurs, à nos citoyens et à nos compatriotes que nous sommes disponibles à vous produire des produits de qualité. Encouragez-nous à les acheter, à les consommer. Évitez les habitudes pour qui vous amènent à dire que le produit, et j'ai l'habitude d'acheter tel type de tomates, et quand on va commencer à produire des tomates en quantité au Burkina Faso, vous n'allez pas vouloir acheter. Et c'est ça, nous, on a l'habitude de dire, c'est comme ça, mais il faut qu'on décourage l'importation. Parce que ceux qui prennent de l'argent, qui font des prêts dans nos banques, et qui achètent des produits de l'extérieur, qui viennent compétir avec, concurrencer avec ceux qui font des prêts, bien ceux qui se démettent avec des petits sous et qui produisent localement, on doit commencer par les décourager. Qu'on le veuille ou pas, si on interdit aujourd'hui, on réduit aussi la consommation, l'importation des produits de grande consommation sur nos territoires, on va pas mourir de faim. Il y a des produits de substitution qui vont prendre l'habitude, le dessus de l'habitude, et on verra comment on va bosser le consommer local. Parce que, vous savez, un être humain, quand on ne le contraint pas, il reste dans cette liberté et il va faire ce qu'il veut. Je ne dis pas qu'il faut la dictature dans le consommer local, mais je dis qu'il faut qu'on puisse chercher des stratégies pour éviter que les gens ne soient toujours tournés vers l'extérieur. Au Togo, il y a un exemple. Quand on a demandé à ce que les gens puissent acheter la production des poissons de tilapia localement, avant qu'on ne les autorise à importer, les importateurs ont commencé par crier leur ras-le-bol. On a reçu leur association, le président de l'association chez nous, à la Ligue des consommateurs du Togo, et on lui a fait savoir que nous, on ne peut pas vous encourager parce que nous, on estime, on souhaite que vous aussi vous investissez autant. Quand vous êtes nombreux à investir dans la production locale, vous allez partager les frais des infrastructures d'investissement et le coût sera accessible aux consommateurs. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu avoir gain de cause sur ce volet-là. Et donc, en termes de résumé, nous vous encourageons et nous encourageons aussi tous les Togolais, tous les Ouest-Africains et toute la population de l'UEMOA à avoir confiance à ce que les jeunes entrepreneurs produisent. Et je voudrais également inviter ces jeunes entrepreneurs à être en synergie. Quand ils sont en synergie, ils vont avoir des économies d'échelle, ils vont réduire les charges. Je donne par exemple, on a 20 entreprises qui sont en train de produire des jus de fruits, par exemple. Mais on peut avoir deux entreprises, une entreprise qui produit en même temps ces jus de fruits et qui partagent. On ne va pas recruter 20 agents commerciaux ou bien 20 directeurs commerciaux. Ça veut dire que quand on le fait, on est ensemble, on est en synergie. C'est en ce moment où on va beaucoup gagner et le prix du consommateur sera accessible à nous les consommateurs. Et attention, on ne va pas consommer local de mauvaise qualité non plus. Quand ils vont chercher à produire sur le marché local, ils veillent aussi à la qualité et c'est très, très important parce qu'il ne faut pas vouloir produire localement et chercher à avoir toute la piste d'intérêt. On va acheter de voitures, on va
construire de nouvelles maisons, on va faire ici, on va faire des mariages luxueux, je ne sais d'où, pour faire des lieux de bien dans de grands hôtels, alors qu'on est au début de nos investissements. Donc, choisissons la modestie et minimisons les charges en tant que jeunes entrepreneurs, mais prenons l'aspect de qualité et soyons en synergie en termes de jeunes entrepreneurs. Ne soyons pas pris isolement individuel, ne soyons pas individualistes. Soyons ensemble et on va gagner le pari du consommateur local. Les autorités politiques, quant à elles, doivent faire des sensibilisations, doivent encourager, détaxer ces produits-là et réduire la taxe au niveau des fiscs dans nos pays parce que ça coûte énormément. Éviter les redressements tout azimut au niveau des jeunes entrepreneurs et permettre à ce qu'ils aient des parts de marché, qu'on les donne des prêts au niveau des institutions financières. Je crois que c'est tout ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'il a déjà dit. Vous venez d'écouter tous les défis auxquels les entreprises, les petites unités de production sont confrontées. Et il est difficile à une entreprise prise individuellement de pouvoir relever tous ces défis. Donc, il devient impératif de se mettre en synergie, comme viennent de le recommander mes prédécesseurs, pour pouvoir faire face et pour pouvoir relever les défis liés au positionnement sur le marché international. Vous venez d'écouter l'exposé de M. Aboki concernant les réglementations et normes en ce qui concerne l'agroalimentaire. Je voulais juste ajouter que en ce qui concerne les normes et réglementations en agroalimentaire, il ne suffit pas seulement de dire que on veut appliquer les normes et réglementations. Au fait, dire qu'on veut les appliquer nous amène à réunir un certain nombre de conditions indispensables même à la mise en œuvre de ces normes-là. Je veux faire référence aux investissements initiaux dans la construction des infrastructures techniques d'une unité de production agroalimentaire. Donc, c'est des investissements qui sont capitaux. Si je prends l'exemple de la norme HACCP, les locaux de production même rentrent en jeu pour pouvoir mettre en œuvre cette norme. Et donc, pour pouvoir relever ces défis liés à la mobilisation des ressources, liés à l'implémentation des normes, liés à l'accès au marché international, comme je le disais tantôt, une entreprise prise individuellement n'est pas en mesure de pouvoir les relever. Donc, notre association AFEX, Association des femmes pour la promotion de l'exportation, s'est donné pour tâche de réunir en synergie les femmes entrepreneurs pour leur permettre pour se doter en capacité technique avérée pour faire face à l'exportation, pour aller chercher des partenaires financiers et techniques pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires. Enfin, pour pouvoir constituer une pôle d'information, c'est-à-dire que notre association se donne pour objectif de réunir toutes les informations dont un entrepreneur a besoin pour aller sur un marché
toutes les informations du début jusqu'à la fin. Parce que si aujourd'hui, on veut se lancer dans l'exportation, tantôt il faut aller au ministère du Commerce, tantôt il faut aller au ministère de l'Environnement, il faut aller au ministère de l'Agriculture pour chercher des certificats par-ci et par-là. Donc, à notre niveau, nous réunissons, nous essayons de mettre ensemble toutes ces informations-là pour faciliter la tâche à nos membres. Pour toucher un peu un point important, je voudrais parler on a parlé des rôles que les entreprises doivent jouer. Il est important de parler aussi du rôle que les États doivent jouer pour pouvoir faciliter le commerce intra-africain. Il s'agit de mettre en place les infrastructures des infrastructures de communication, c'est-à-dire les infrastructures de transport pour pouvoir faciliter les échanges commerciaux. Il faut également que les organismes internationaux et les partenaires techniques, les programmes et accords commerciaux qu'ils proposent participent effectivement à faciliter le commerce international. C'est une association naissante. C'est vrai que nous sommes au Togo, mais nous sommes réunis à la FEFA. La FEFA, c'est une fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires. Et la FEFA a un ancrage sous-régional. La FEFA se trouve dans tous les pays de la CEDEAO. Donc, pour faciliter les partenariats et autres, oui, nous sommes ouverts à toute relation avec les associations professionnelles des autres pays. Mais pour l'instant, les entreprises pris individuellement venant des autres pays ne peuvent pas adhérer à notre association. Oui, effectivement, c'est une contrainte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je l'ai dit, on est dans un même espace communautaire et la plupart de nos normes sont inspirées des normes régionales. Après, chaque pays a de petites spécificités et je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail d'harmonisation qui est en train d'être fait pour qu'on puisse faciliter les échanges entre les différents pays. Mais oui, le fait que chaque pays adopte une norme qui lui est spécifique est une contrainte à une libre circulation des produits. La certification, en général, il y a des entités spécialisées qui s'occupent de la certification. Comme je l'ai évoqué dans ma présentation, au niveau du Togo, on a la HOC avec un certain nombre de services techniques. Pour ceux qui sont du Togo, je leur recommande d'approcher cette institution pour avoir plus d'informations, notamment sur les conditions et les coûts d'accès à la certification. Maintenant, pour ceux qui sont en dehors du Togo, je leur recommanderais d'aller vers l'équivalent de cette entité dans leur pays. S'ils ne se retrouvent toujours pas, je pense que chaque pays a un ministère dédié au commerce et aux PME et aux industries. Allez vers ces différentes entités. Je pense que vous auriez suffisamment d'informations par rapport à la certification. Maintenant, si ça ne va toujours pas, alors je reste disponible pour assister dans la démarche d'information sur la thématique. Je partage avec vous tous vos avis et je comprends la situation que vit le consommateur, surtout en Afrique. Seulement, je veux des recommandations pour donner à nos confrères qui sont en Afrique. Il faut ouvrir nos marchés pour encourager le produit local
et comme on a dit, Made in Africa. Le produit local, ça marche très bien ici au Maroc, surtout les coopératives féminines qui se sont engagées avec la sensibilisation et le soutien des ONG en partenariat avec les services agroalimentaires. Nous, ici au Maroc, on a l'avantage parce que tous les produits, ça passe par l'ONSA. C'est l'Office national de sécurité alimentaire et tout ça. On sait très bien que les produits locaux sont très chers, mais il faut une sensibilisation à nos compatriotes, surtout nos Africains, pour qu'on puisse faire un grand marché africain, pour que tous les aliments, tous les produits, ça passe entre toutes les frontières. Je salue tout le monde et merci pour votre invitation. Connaissant l'être humain, quand il n'y a pas de contrôle à côté de l'être humain, il s'acquiert toute la liberté possible et fait ce qu'il veut. Donc, ce qui fait que dans nos pays, nous démasquons des opérateurs économiques qui fabriquent des produits prélatés, qui l'ajoutent à leurs produits dont ils estiment qu'il y a de qualité, qu'ils mélangent et qu'ils revendent. Donc, ça, ce sont des individus de mauvaise foi, de mauvaise intention. Mais quand on va dire automatiquement, c'est pas, comme il n'y a pas ça, c'est pas conséquent, c'est mauvaise qualité, je suis sceptique à ce qu'on le dise directement comme ça. Mais travaillons pour que les gens aient la culture de la qualité. Et quand tout le monde a la culture de la qualité, parce qu'il sait que quand il ne produit pas de qualité, les gens ne vont pas venir consommer, acheter, il ne va plus le faire. Et donc, je crois que c'est le point que je voudrais bien apporter à la personne qui a bien voulu nous poser cette question. Merci à cette initiative pour nous réunir ensemble et parler du consommé local en ce début du mois du consommé local de l'UEMOA. Merci à tous les participants et à toutes les participantes. Nous avons donné ce que nous avons comme la petite connaissance en la matière. Nous voulons que chacun de nous continue par s'efforcer à faire davantage comprendre à nos autorités qu'on a forcément besoin d'encourager le consommé local et à nous-mêmes à faire des efforts pour aller vers le consommé local. Encourageons nos frères et sœurs qui sont dans le domaine en termes de production et en termes de services aussi. Ce n'est pas seulement les produits agroalimentaires seulement qu'il faut encourager. Il faut encourager les services aussi. Nous qui sommes dans la prestation des services, on a besoin que vous venez vers nous pour vos consultances. Okay? Donc, c'est juste pour dire que cette initiative, elle est appréciée et je vous encourage, je vous félicite pour également votre vitrine des produits locaux que vous venez de nous présenter. J'encourage tout et chacun de nous à participer, à télécharger ces liens pour avoir les produits locaux de l'Afrique de l'UEMOA, de l'espace de l'UEMOA, et encourager chacun de nous à le faire. Merci, je crois que je n'ai plus assez de mots. Je m'arrête ici et à la prochaine. Merci beaucoup, merci pour l'initiative. C'est une occasion qui nous a été donnée de parler de notre association. Je tiens à vous remercier pour cela. En ce mois de consommer local, nous savons tous ce que nous avons à faire pour faire booster la consommation locale. Faisons-le effectivement et que nos paroles ne soient pas que des paroles et que nos paroles se matérialisent dans les faits. Je vais faire un clin d'œil au ministère pour que leur achat, leurs dépenses, dans leur ligne de dépenses, que les produits locaux
soit, euh, soit en ligne de choix pour qu'on sente véritablement cette volonté de booster la consommation locale. Et merci pour tous les participants. Voilà. Alors, comme mes prédécesseurs, je voudrais remercier quand même Agri Digital pour cette initiative. Nous sommes au début du mois d'octobre, qui est retenu généralement pour promouvoir davantage la consommation locale. Donc, moi, je voudrais encourager tout le monde, aussi bien producteurs ou non producteurs, à privilégier les produits locaux à chaque fois que cela est possible. Maintenant, pour les producteurs, les entrepreneurs, je voudrais quand même les encourager à maintenir leur engagement dans la qualité autant dans leurs produits que dans la gouvernance de leur entreprise. Et aux gouvernants, aux partenaires, mettre en place des programmes, des incitations, des encouragements pour permettre à notre jeune industrie agroalimentaire de véritablement éclore et d'évoluer davantage. Donc, encore une fois, merci à Agri Digital et aux participants et aux panélistes de ce webinaire. En parlant de consommer local en Afrique, c'est un problème majeur que nous sommes confrontés. Voilà. Sur le volet économique, sanitaire et environnemental, les gens ont tendance à vraiment aller vers les produits importés et pourtant ça ne fait pas notre affaire. Moi, comme on est à la fin déjà, pratiquement les gens qui m'ont dévancé ont tout dit. Je ne vais plus revenir sur ce qu'ils ont dit, mais je tiens à souligner qu'on doit vraiment faire en sorte que nous consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. C'est ce qui va faire notre économie, ce qui va faire notre santé. Voilà. Donc, que les transformateurs ou transformatrices travaillent vraiment sur la qualité de leurs produits et surtout les normes, qu'ils respectent les normes, qu'ils cherchent les certifications internationales. Donc, en plus de ça aussi, il y a aussi un grand rôle que l'État doit jouer. Les différentes autorités doivent jouer des rôles vraiment, les politiques qui vont vraiment être en faveur des transformateurs ou transformatrices. Voilà, c'est-à-dire de mettre des freins d'importation des produits qui se trouvent déjà sur le marché. En plus aussi, travailler sur les entreprises qu'ils possèdent déjà pour que ces entreprises-là puissent être en norme et puissent avoir les certifications internationales. Voilà, les consommateurs aussi ont leur rôle à jouer aussi. Les consommateurs aussi, comme ils savent tous que peut-être souvent les entreprises sont trop petites, ils n'ont pas la capacité d'acheter les produits en grande quantité pour une bonne fois. C'est ce qui fait que les produits sont souvent un peu chers. Et aussi les qualités aussi. Souvent, il y a des gens aussi qui consomment les produits, ils ne savent pas bien utiliser les produits. Ils vont dire que le produit n'est pas bon. Pourtant, le produit peut être bon. Voilà, donc tous les trois côtés-là ont leur rôle vraiment à jouer pour que la consommée locale puisse être valorisée en Afrique. Merci à tous. Merci.